Eh bien, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors, je parle toujours de ce site, mais finalement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y aillent, parce que c'est vrai que tout se passe maintenant un petit peu sur YouTube ou sur TikTok ou des espaces un peu plus conviviaux en fait. Et bon, ben, c'est comme ça, hein. Mais bon, pour ceux qui veulent connaître la théorie dans son ensemble, un petit peu la logique de cette philosophie, eh bien, il faut aller sur le site, donc mécaniqueuniverselle.net. Euh, alors, je prends prétexte sur soit des bouquins de philo, soit des, des émissions, bien souvent sur France Culture, pour préciser justement, euh, pour éclairer un peu mieux cette théorie. Et là, ben, j'ai commencé à m'appuyer sur le travail de Edmund Husserl, un philosophe du XXe siècle, qui a travaillé sur la façon dont on percevait le réel et l'implication de la science dans la façon dont euh, on, on est trop focalisé, trop fasciné par les choses, par la matérialité des choses. Et ce qui nous empêche d'en voir la subtilité immatérielle, l'immatérialité, la spiritualité en somme, hein, le côté divin qu'il y a derrière la nature, derrière les choses. Euh, tout ça, on ne peut pas l'apercevoir parce que on est focalisé euh, sur, par la science sur des choses euh, qui, qui écartent l'idée de spiritualité. Alors, ben, sur cette... alors, où est-ce qu'on en est? Voilà. Donc, je vais reprendre l'écoute de ce podcast que j'ai commencé déjà. Ça sera la 5 ou 6e vidéo à ce niveau-là. Euh, sur, C'était une émission des chemins de la philosophie qui avait été proposée en 2020 sur donc la postérité d'Edmund Husserl, sur sa pensée. Et c'est Julien Farges, un chercheur au CNRS qui travaille aux archives Husserl, qui commente et est interrogé par Adèle Van Dreit. Et alors d'abord, faut remercier la clarté d'un de ces chercheurs, de ces professeurs de philo qui consacrent leur existence à essayer de nous éclaircir des pensées qui sont plutôt compliquées mais pas par, par désir du philosophe de compliquer les choses. Au contraire, il essaye de les simplifier, mais simplement, il est obligé d'utiliser des termes, des façons de penser qui sont liées au déroulement philosophique. Et ça fait que ce n'est pas abordable pour tout le monde. Et grâce à ces chercheurs, grâce à ces penseurs, eh bien, on comprend les choses beaucoup mieux. Alors là, on va écouter, dans la vidéo précédente, euh, Husserl parle de ce qu'il est en train de vivre dans les années 30, 33, quand
Hitler vient de prendre le pouvoir, Husserl est juif et il est professeur à l'université et il vient d'être mis au banc de la société, donc il a plus le droit d'enseigner et c'est un de ses élèves qui va prendre sa place, Heidegger. Et j'ai écrit un texte justement sur la mécanique universelle à ce sujet-là, au tout début de la mécanique universelle, donc il y a 20 et quelques années, 23 ans. Et donc, et ça, évidemment, cette implication n'a pas modifié véritablement ce sur quoi il voulait penser, parce que c'était déjà présent cette réflexion critique sur la science, sur le scientisme, en fait, dans la vision de la population occidentale. Pourquoi ça changeait notre perception des choses et en nous éloignant des choses, en les regardant de façon fascinée et matérialiste, pure et dure, on en perd toute la substance, en fait. C'est ce qui était un peu dit. Et là, il y a toute la déception, toute la tristesse, tout l'effondrement de ce professeur qui est là, qui vient de se voir interdire, qui vient de voir tout ce qui est en train de se passer en Allemagne, donc les gens qui vont brûler les livres des philosophes, des penseurs, bien souvent juifs, etc. Les croix gammées, les croix juives qui sont mises sur les magasins, tous les humiliations qui sont portées dans ces années 30, là, 33, c'était courant. Donc, lui, il vit ça dans sa chair. Et donc, je vous renvoie à l'écoute de de la vidéo précédente où il s'explique. Comment ça? Non. Alors, ça on arrête. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Donc nous parlons du phénomène Husserl cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Julien Farge. 1933, c'est la date à laquelle est écrite cette lettre. En 1933, Husserl est radié du corps de l'université de Fribourg, alors que Heidegger va être nommé le recteur de cette université. Et c'est cette mise à l'écart qui va inspirer des conférences prononcées plus tard par Husserl en 1935, qui donneront lieu à la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. La crise des sciences européennes. Même si donc la volonté d'un retour au monde est exprimée avant la montée du nazisme, Julien Farge, qu'il n'y a aucun lien entre ce dont Husserl est le spectateur dans son pays à ce moment-là et son sentiment d'une perte du monde avec lequel il va à tout prix renouer. Oui, c'est possible effectivement de lier les choses ainsi et de voir une liaison entre cette exigence philosophique d'un retour au monde ou d'une manière de rendre compte. Bien sûr, parce que le nazisme ajoute... il y avait cette perte cette perte du monde, en somme, du regard porté sur les choses, sur la nature, sur la vie, qui était comment on pourrait dire, masqué par la science. Et là, d'un seul coup, vient le nazisme qui arrive et qui ajoute quelque chose d'encore plus dramatique à la perte de sens de ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un seul coup, le peu d'humanité qui restait, le peu de sensibilité qu'il y avait dans l'humanité, en Allemagne, ce qu'il était en train de vivre, est en train d'être extirpé, d'être écarté de la société allemande. Et c'est pas pour rien que
les nazis, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont essayé d'anéantir leur part sensible, la part sensible qu'il y avait en Allemagne, qui composait leur pays. La part sensible, c'était les juifs, c'était les tziganes, c'était les homosexuels, c'était les communistes, c'était voilà toute cette partie qui était liée, qui était du côté de l'empathie, du côté du cœur en somme. Et ben c'est ça qui veut s'extirper de lui-même pour garder que le côté dur, le côté violent, le côté guerrier, le côté que son côté insensible en fait. Comme en Grèce, les Spartiates faisaient en somme. Et en fait, sans comprendre que les Spartiates, ils ont eu le destin des Spartiates. Évidemment, c'était des bons guerriers, des trucs, etc. Ils étaient impitoyables, mais ils ont ils n'ont pas pu rayonner, ils n'ont rien fait. C'était voilà, ils ont été artistiquement et complètement isolés en fait par rapport à Athènes qui était cosmopolite, qui était ouverte, qui était sensible, etc. Voilà. Et là, ben, ça montre exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'Allemagne à ce moment-là, en tuant sa part sensible, eh ben, elle a vécu la part insensible, et tout le monde l'a vécu, l'Europe entière et l'Allemagne en même temps. Du monde dans lequel nous baignons couramment, de réapprendre en quelque sorte ce que c'est que ce monde qui est trop connu en un sens, et d'un autre côté le constat amer de la montée du nazisme avec toutes les vexations auxquelles Husserl est personnellement exposé. Une chose qui me paraît très importante dans cette affaire et pour la liaison entre ces deux thèmes que vous proposez à l'instant, c'est cette idée que pour Husserl, le nazisme est d'abord une forme exacerbée de nationalisme et à ce titre quelque chose comme un retour d'une attitude mythique ou mythologique. Bien sûr. Bien sûr. Il y a une espèce de mythe de la nation, de mythe de la pureté de la race, une attitude mythique relativement à ce qui est allemand, au récit de l'Allemagne éternelle, etc. Et pourquoi je souligne ce point, c'est parce que Husserl insiste notamment dans la fameuse conférence de Vienne de 1935 à laquelle vous venez de faire allusion. Il explique que l'attitude scientifique, l'attitude théorique dont sont issus comme un même fruit et la science et la philosophie à l'époque des Grecs, cette attitude théorique consiste en une rupture avec l'attitude mythologique et avec la clôture en quelque sorte spatiale, temporelle, raciale, nationale de l'attitude mythologique et de la tradition en quelque sorte nationaliste. La tradition close du discours nationaliste. Et donc, en un sens, à travers la montée du nazisme, ce que Husserl voit revenir, c'est en quelque sorte tout ce contre quoi l'attitude théorique, l'attitude scientifique s'était originellement dressée chez les Grecs. Tout ce contre quoi, en quelque sorte, la science moderne, depuis la Renaissance et à travers l'époque des Lumières, s'était à nouveau élevée et qui fait un retour, en quelque sorte, violent sous ses yeux. Et pourtant, la science est brandie aussi par le nazisme. Mais selon un usage que Husserl critiquera. Je crois qu'une des façons les plus explicites et les plus claires qu'il a eu de critiquer cet usage de la science, c'était par exemple de dénoncer les interprétations biologisantes des réalités spirituelles. Il y a cette fameuse phrase, très célèbre, dans la conférence de Vienne qu'il donne donc en 1935, qui dit « Il ne peut pas y avoir par principe de zoologie des peuples ». Alors, c'est une phrase qui a l'air de rien, mais qui en fait est une thèse philosophique conséquente, qui d'abord se dresse contre toutes les interprétations en fait de la vie des peuples et des réalités sociopolitiques en termes biologiques. En fait, ce que Husserl a en tête, c'est notamment les considérations du type de celles de Spengler sur le déclin de l'Occident, qui en quelque sorte appliquait des schèmes biologiques de type croissance, maturité, sénescence, dégénérescence, santé, maladie, qui appliquaient ces catégories biologiques aux
à la notion de peuple, hein, et aux réalités culturelles et politiques. Et pour Husserl, il y a là un contresens, tout simplement parce que un peuple n'est pas une réalité naturelle, c'est ce qu'il appelle une réalité spirituelle, c'est-à-dire que c'est d'abord une unité culturelle dont l'être n'est pas en quelque sorte constatable simplement dans l'espace et dans le temps comme une chose. C'est essentiellement une unité de transmission, une unité d'appartenance, une unité de référence culturelle qui se déploie dans l'histoire avec des références communes. Et cette réalité-là, si vous voulez, est par principe, enfin ne peut pas par principe être appréhendée à travers des concepts biologiques. Plaquer des concepts biologiques sur des réalités spirituelles, c'est commettre d'une certaine manière un contresens. Et on voit comment un certain mésusage de la science peut être ici diagnostiqué, et comment Husserl prétend, à travers son geste qui peut paraître très théorique, de fondation des sciences ou de distinction des différents domaines légitimes et des différentes méthodes légitimes des différentes sciences, il peut malgré tout se donner les moyens théoriques de lutter contre un mésusage, en l'occurrence nazi, ou une exploitation, disons, fallacieuse de certains résultats scientifiques. Bien sûr, parce que en réalité, l'utilisation comment on pourrait dire, de l'espèce au niveau d'un peuple pour dire, ben voilà, le peuple, et on se retrouve devant un problème à peu près similaire, c'est ça qui est incroyable, parce que nous n'avons pas réfléchi pendant cette période-là. Le problème, c'est qu'on n'a même pas réfléchi à la logique de l'arrivée du nazisme, ce qu'il a donné, etc., etc. On a condamné, mais on n'a pas creusé sur le fond pour comprendre qu'un peuple, c'est justement une association de tous les apports. Et c'est ces apports qui donnent la diversité. Et cette diversité, elle existe déjà dans le sens au niveau de la tribu, où il y a le chaman, il y a l'artiste, il y a le guerrier, il y a celui qui travaille, qui fait les choses ordinaires, etc. Voilà, il y a tout le système, il y a le chef du village, il y a etc., etc. Donc tout le panel est déjà représenté au sein de la tribu. Il y a le simple d'esprit, il y a celui qui va imaginer des choses, etc., etc. Et un peuple, c'est exactement ça. Et quand on cherche à extirper de ce qu'il est une de ses parties, comme aujourd'hui, par exemple, le racisme veut extirper une partie, c'est les derniers arrivants, les derniers. Il y a eu tout un tas d'immigrations qui est là et qui ont fait que la France, elle est ce qu'elle est. Mais depuis très longtemps, à l'époque de Louis XIV, ça circulait à bloc, et bien avant, etc., etc. Et puis pendant la Révolution, il y avait déjà un tas de communautés qui étaient là. Et maintenant, il y a des nouveaux arrivants qui sont là. Et au lieu de comprendre que s'ils sont là, c'est parce que la France doit s'enrichir de cette nouveauté et l'utiliser au maximum pour s'enrichir, eh bien, il y a ce retour qu'on peut assimiler à cette époque où il fallait être arien, etc. Il fallait être blanc, il fallait être chrétien, ou il fallait être, etc. Ce que préconisaient les nazis et ce qu'ils voulaient écarter, en somme, hein, de même extirper de son corps, en réalité. Et bien là, on se retrouve exactement dans dans un cas de figure, voilà, bien sûr adouci, mais et on n'y réfléchit pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que on n'est pas apte à aller comprendre la complexité des choses. Mais l'humanité n'est pas apte à comprendre la complexité de savoir que, ce que j'écris par exemple sur la mécanique universelle, que
le transgressant, le délinquant, il est aussi important que le juge et que que le juriste qui va faire les lois. Ils travaillent tous les trois ensemble, sans le savoir, pour faire évoluer le droit. Les lois actuelles, le code pénal, c'est le résultat des transgressants qui ont trouvé des astuces pour abuser de leurs congénères tout en restant dans la légalité. Et là, à un certain moment, les juristes viennent et ils disent « Bon, ben, on va poser une loi là pour interdire cette chose-là ». Voilà, il y avait le droit de cuissage il y a 80 ans, il n'y avait pas d'interdit là-dessus. Bon, maintenant, il y a des lois qui ont été pondues pour empêcher ces choses-là, etc., etc. Eh ben, c'est le travail conjoint de ceux qui abusaient à l'époque, en toute légalité, les juristes et ceux qui faisaient évoluer le droit. Et ça, c'est la complexité, c'est ce qui est très compliqué à comprendre. Quand le racisme a commencé à pointer, il y a une vingtaine d'années, j'écrivais déjà aux chefs de l'État, aux médias, etc., en disant on a la chance d'avoir toutes les communautés, tout le monde entier dans notre pays. Des jeunes qui viennent de tous les pays d'Afrique, de tous les pays d'Amérique latine, de tous les pays d'Asie. C'est une chance inouïe. C'est des ambassadeurs en puissance, c'est des gens qui vont faire les liens entre ces nations et qui le feront avec plaisir parce que on est toujours animé par son origine. Moi, mes origines, elles sont italiennes, je suis né pourtant en France, mais il y a quelque chose qui est là, qui vibre de ce côté-là. Et c'est valable pour un Espagnol, un Portugais, un Malien, un Algérien, etc., etc. Et cette chance-là, eh ben, la France n'a pas su la saisir. On est rentré tout de suite, on a laissé parler ceux qui voulaient la dissension, et en fait, on a perdu une chance inouïe de faire circuler de la fraternité, de l'amour, de la bienveillance, etc. et de stimuler cette intelligence inouïe qu'il y a dans nos banlieues, dans cette jeunesse. Il y a une intelligence et une puissance créatrice inouïe qu'on a complètement mis de côté. Que les Américains ont su prendre quand ils ont ouvert les vannes dans les années 20 où tout le monde partait là-bas, aux États-Unis, quand ils arrivaient, voilà, ils leur donnaient toutes les possibilités. Ça n'empêchait pas qu'il y avait des tensions, bien entendu, mais il y avait un respect qu'on n'a pas eu, nous, et une vision qu'on n'a pas eue. Ils ont compris le potentiel qu'ils avaient, et nous, on n'a rien compris à ce niveau-là. Et on comprend encore moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Voilà. Et ça, c'est dommage. Alors, on va voir de quoi ça parle encore. De plein pied dans la méthode husserlienne, c'est Lévinas qui va nous y aider. Voilà, alors là, on va arrêter là et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, ces vidéos me donnent l'occasion de parler de certains trucs que j'avais écrits il y a très très longtemps et qui mériteraient vraiment de travailler encore plus en profondeur. C'est un peu mieux travailler sur la mécanique universelle, donc je peux vous renvoyer à l'écoute de ces vidéos. Alors, écoutez, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer l'adresse de l'espace YouTube à vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés par ça. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en général. Voilà, je vous remercie
et je vous dis à très bientôt.